Salut mes petits crados, aujourd'hui c'est la première vidéo d'initiation à la naturopathie. Je souffle parce que je pensais pas débuter cette vidéo sur la naturopathie de cette manière. Je viens d'aller lire la définition de la naturopathie sur Wikipédia. Et si on prend ma tension artérielle là tout de suite, j'ai dû probablement passer de 11,6 qui est ma tension naturelle à 15. Tellement je me suis énervé en lisant cette espèce de semi-définition. Je sais pas d'où elle sort. Bon, je vais mettre les lunettes pour la lire. Et puis on va commenter ensemble et après je vous donnerai une autre définition. Deux autres définitions. Alors la première définition nous vient donc de Wikipédia. Elle n'est signée par personne. Donc je sais même pas sur qui taper en fait. Si tu te reconnais, si c'est toi qui as rédigé cet article, viens te manifester et puis viens montrer ta trombine parce que j'ai des choses à t'expliquer. Alors, la naturopathie est une pratique à visée thérapeutique qui prétend, soulignez-le, équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens vus comme naturels avec des gros guillemets. Changement d'alimentation, jeûne, hygiène de vie, phytothérapie, massage, activité physique, etc. Elle repose sur un sophisme. Premier gros mot. Parenthèse, c'est-à-dire un argument fallacieux. Deuxième gros mot, pour essayer de vous paumer et pour faire le mec qui est intellectuel. Alors fallacieux, pour traduire, pour définir, c'est un faux argument, c'est quelque chose de totalement erroné. Alors, l'appel de la nature. Ce qui est naturel serait bénéfique, ce qui ne l'est pas serait néfaste. On va faire une petite pause, parce que ma tension remonte à nouveau. Ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est naturel aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas? Si je vous dis acide acétylsalicylique, je suis désolé, je suis énervé. Acide acétylsalicylique, aspirine, bêtement. Qu'est-ce que vous dites? Naturel, pas naturel? Certains connaissent la réponse, d'autres moins. L'aspirine. Ah bah l'aspirine, je suis désolé, c'est naturel. Ça vient de l'écorce de bouleau, mes enfants. L'écorce de bouleau, c'est de l'aspirine. On trouve les mêmes propriétés, les mêmes vertus dans l'amande. Pas la menthe, l'amande. Vous croquez quelques poignées d'amande, ça vous donne exactement le même effet. Je suis pas opposé à l'aspirine. Je suis pas opposé non plus à l'écorce de bouleau. Il faut se rendre compte que la plupart des médicaments que vous connaissez aujourd'hui, qui sont efficaces et qui sont connus depuis des décennies et des décennies, sont basés sur des choses naturelles. Le sirop pour la toux, le premier sirop qui a été inventé, ça remonte à très longtemps, bien avant votre naissance, la mienne, et bon, bref, dans les campagnes. Qu'est-ce que c'était? Je suis désolé, je vais vous l'expliquer, mais c'est crado, hein, je vous préviens. Vous preniez quelques limaces que vous ramassiez à gauche, à droite, et vous les faisiez fondre avec un peu de sel. Vous obteniez une espèce de mélasse dans laquelle vous rajoutiez 2 ou 3 plantes, selon le besoin, soit d'expectorer, soit juste de soulager. À ce moment-là, on rajoutait un peu de sucre ou ce genre de choses. C'est la base du sirop pour la toux. Et je déconne pas, hein, c'est réel, c'est vrai, c'est comme ça que faisaient les anciens. Après, ça s'est développé parce que on a développé des procédés un peu plus chimiques pour avoir des sirops. Je ne vais pas citer les marques parce qu'il y en a tellement, mais la base, c'est ça. Alors rassurez-vous, hein, il n'y a plus d'extrait de limace dedans aujourd'hui, en tout cas dans la majorité, mais c'est plus des limaces qu'on fait fondre comme ça, on va juste reproduire des molécules. Antidépresseurs, allez, antidépresseurs, c'est le bon moment d'en parler, hein, voilà. On va vous dire de ne jamais mélanger deux choses, même plusieurs, mais on va prendre les principales. Un antidépresseur traditionnel avec du millepertuis. Le millepertuis qui est une plante. Pourquoi ne pas mélanger ces deux substances? Mais parce que grosso modo, si vous prenez du millepertuis en même temps que votre antidépresseur, à la place d'être antidépresseur, ça va être un hyperdépresseur. Parce que le millepertuis va avoir une action sur le médicament.
Si vous retirez l'antidépresseur, le millepertuis va jouer l'effet d'antidépresseur aussi. Plus léger et ça prend plus de temps, mais ça fonctionne aussi. On n'est pas opposé du tout à ce qui n'est pas naturel. On est opposé à toutes les substances chimiques et dégueulasses qu'on nous fout dans l'alimentation. On est opposé à ce blé qui aujourd'hui a 42 ou 46 chromosomes, alors qu'à la base il en avait 12 ou 16, je ne sais plus exactement les chiffres. On est opposé à ça, à cette transformation, parce que ça retire la qualité du nutriment, ça retire vraiment tous les nutriments à l'intérieur. Aujourd'hui, il faut savoir, mes petits, que quand vous mangez, quand vous mangiez jadis une banane, une seule banane, vous aviez tous les nutriments qu'il vous fallait. Pour avoir l'équivalent de ces nutriments aujourd'hui, il vous faut manger 5 bananes. 5 contre une. La seule chose qui n'a pas changé entre cette banane et ces 5, c'est l'apport calorique, le poids. Donc vous grossissez beaucoup plus vite parce que tous les nutriments qui étaient là, avec les procédés d'aujourd'hui, eh ben, il en faut 5 pour les avoir. Ça, le naturopathe, il gueule, forcément. Mais c'est logique, et c'est normal. Le pain, le blé, on a de plus en plus d'allergies au gluten, d'intolérance au gluten. Qu'est-ce que c'est que cette intolérance au gluten ? Et après, je reviens sur ma définition parce que je suis en train de m'énerver tout seul. Cette intolérance au gluten, grosso modo, c'est arrivé avec ces transformations de blé. Je ne sais pas si vous êtes, si vous êtes plus vieux que 20 ans. Il y a quelques années d'ici, moi j'étais encore gamin, ça avait fait un tollé. Ce blé transgénique dont on a parlé, transgénique, on a modifié génétiquement du blé. Mais finalement, c'est passé, hein, ça. On n'en a plus de nouvelles, mais c'est passé. Et c'est ce qu'on bouffe aujourd'hui. C'est le machin avec 40 et quelques chromosomes. Alors ça n'a plus saveur, ça n'a plus de nutriments, ça n'apporte plus rien que des intolérances parce que le corps humain n'est pas fabriqué pour ça. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le blé ancestral, c'est notre bon blé d'il y a 30 ans. C'est celui qui avait 30 ou 40 ans même. C'est celui qui avait le nombre normal de chromosomes. Mais lui, il ne résiste pas au virus, aux parasites. Il ne résiste pas aux champignons, il ne résiste pas à ceci, à cela, machin, etc. Il faut le cultiver d'une certaine façon. Bref, c'est pas rentable. Donc oui, ça contre ça, on gueule, mais on ne gueule pas du tout contre l'aspirine, contre d'autres choses qu'on utilise aujourd'hui. Bon, on reprend notre définition de Wikipédia. J'ai pas fini de m'énerver, je vous préviens. Alors, donc, je reprends. Elle fait partie des approches qui se disent holistiques, avec des guillemets. Ces principes issus de méthodes disparates n'ont, pour la plupart, pas été scientifiquement validés. Validés, ni par ses promoteurs à qui incombe la charge de la preuve, donc grosso modo, nous, ni a posteriori, je m'énerve vraiment, parle des travaux de recherche. Ces pratiques et conseils aux contours flous, notez, aux contours flous, sont caractérisés par une grande hétérogénéité. Ouf, on va se calmer. Parmi ceux-ci, une minorité sont fondés sur des faits, une minorité, alimentation saine, exercice physique, c'est cool que tu le reconnaisses quand même, mais ils ne sont pas propres à la naturopathie. La naturopathie peut donc être considérée comme une pseudo-science, la santé étant une porte d'entrée privilégiée pour les dérives d'emprise et de mouvements sectaires, et la naturopathie ne nécessitant aucune habilitation professionnelle, sa pratique est facilement revendiquée par des charlatans. Non. Non, juste non. Par où je vais commencer? Par quel bout je vais le prendre? On va prendre l'accréditation professionnelle. L'habilitation, comme cet individu écrit. Aujourd'hui, pour faire le métier de médecin ou d'infirmier, vous devez suivre un cursus scolaire. En France, c'est un peu plus compliqué au niveau infirmier parce que vous avez des concours. En Belgique, c'est beaucoup plus simple, vous vous inscrivez, puis basta. Vous savez depuis quand le métier infirmier est encadré par des règles et des lois? Cette habilitation dont il parle? Depuis les années 70. Tranche 70. 60-70, allez, admettons. Il a fallu des morts avant que les gouvernements ne se décident à
protéger, puisqu'on parle de métier protégé maintenant, à protéger ce métier qui est le métier d'infirmier et d'infirmière. Parce que, effectivement, tout le monde et n'importe qui avait cette possibilité et cette faculté de se dire infirmier ou infirmière, sans formation, sans études, sans apprentissage, sans quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous imaginez, 60-70, c'est pas encore très loin, hein. On est en 2022, c'est pas si loin que ça, hein. Les premières infirmières, c'était des bonnes sœurs. Ok? Le problème, il vient, je suis désolé de le dire, hein, Conseil de l'ordre de médecine. Messieurs du Conseil de l'ordre, des conseils de l'ordre, parce que je ne vais pas m'adresser à un seul conseil, je ne vais pas m'attaquer au Conseil de l'ordre belge ou français ou machin, je vais m'attaquer à tous les conseils de l'ordre, je vais tous me les choper sur le coin du nez. Si vous voulez que la naturopathie soit créditée, soit étudiée, soit encadrée par des gens responsables, qui vont apprendre l'anatomie, qui vont apprendre la biologie, qui vont apprendre, enfin, ce genre de choses, les bases qui sont nécessaires à un naturopathe, et je le reconnais, ben faites en sorte d'arrêter de faire un blocus autour de ce que vous appelez une pseudo-science ou un machin de charlatan, bon sang de bois. C'est vous qui faites blocage depuis le début. Quand le gouvernement dit « Ah bah tiens, on injecterait bien quelques moyens dans ces études-là », vous êtes les premiers à faire une levée de bouclier en disant « Non, ce sont des pseudosciences et pourquoi pas non plus créditer, je sais pas moi, l'hypnose, le machin, le bazar, le truc, le... » C'est vous qui faites des levées de bouclier. C'est pas nous. Nous, on ne demanderait pas mieux que d'avoir un titre officiel, d'être protégé. Faut pas penser que tous les naturopathes sont des charlatans. De notre côté, de notre point de vue, on assiste nous aussi avec les réseaux sociaux à la montée de ce qu'on appelle les pseudo-naturopathes, c'est-à-dire des gens qui ont lu 3 articles sur Forme d'aujourd'hui, sur Marie-Claire, et qui se sentent hop, ça y est, je suis naturopathe, j'ai lu 3 articles. Nous aussi, ça nous fait chier. Imaginez aujourd'hui, messieurs du Conseil de l'Ordre, parce qu'il y a très peu de dames encore, c'est encore un milieu privilégié. Imaginez, messieurs du Conseil de l'Ordre, des Conseils de l'Ordre, qu'aujourd'hui, pour faire de la naturopathie, pour étudier de la naturopathie de manière sérieuse, 3 années. 3 années durant lesquelles vous dépensez par an 1500 à 2000 euros. C'est selon l'école que vous décidez de fréquenter. Durant ces années, vous voyez de la biochimie, vous voyez de l'anatomie, vous avez tout le cursus infirmier, que vous connaissez mieux que moi, enfin autant que moi en tout cas, vous avez tout le cursus infirmier et un peu de cursus médical, puisque ça va vraiment creuser loin. Ça, ce sont les écoles correctes de naturopathie. Mais elles coûtent tellement cher, ça donne peu d'accès aux gens. C'est pas une discipline officielle, c'est pas remboursé, il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc arrêtez, sincèrement arrêtez. Arrêtez de vous plaindre de cela, tout en faisant une levée de bouclier pour empêcher justement un financement de l'État, un financement par l'État de ces études. Si vous voudriez réellement que ces études soient encadrées, bah ça fait longtemps qu'elles le seraient. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Quant à l'individu qui a rédigé cet article, je vais vous le définir en 3 ou 4 mots. C'est une personne qui est versée dans les sciences, mais sciences hyper cartésiennes, à l'esprit très étriqué et très fermé, très restreint, qui a de très mauvaises expériences avec probablement la naturopathie. Il est tombé sur un ou une qui s'était formé avec Marie-Claire ou Femme d'aujourd'hui. Je suis désolé de citer ces 2 magazines-là, je sais bien que c'est divertissant, mais ça n'est pas du contenu pour apprendre des choses. Ne vous offusquez pas si vous bossez dans l'un ou l'autre. C'est un individu qui me démontre une certaine frustration et une certaine colère. Il descend après en expliquant des dérives sectaires et complotistes et je n'ai qu'une chose à lui dire, essaye le laxatif, ça te fera du bien. Alors, juste, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le décor, il y a un truc qui a changé. Par là. La brique. Ah bah oui, la brique, je l'ai en main. Donc on est bien sur le Larousse médical. Hein. Je remets mes petites lunettes parce que c'est écrit en tout petit. Bon. Oui, j'ai été surpris de trouver la définition de la naturopathie dans ce bouquin. Je m'y étais jamais vraiment penché. Alors, j'ai mis mon signet. Nous sommes à la page 637.
Si vous avez cette brique près de vous, je vous invite à l'ouvrir. Page 637, on est sur le côté, donc la page droite, le côté gauche tout en bas. Naturopathie. Écoutez bien. Je vais soulever parce que vous pourriez vous dire que je suis en train de dire autre chose. Voilà. Vous l'avez? Regardez, je suis vraiment dans le Larousse, je déconne pas. Alors, naturopathie, ensemble de pratiques visant à aider l'organisme à guérir de lui-même par des moyens exclusivement naturels. La naturopathie repose sur une théorie selon laquelle la force vitale de l'organisme permet à celui-ci de se défendre et de guérir spontanément. Elle consiste donc à renforcer les réactions de défense de l'organisme par diverses mesures d'hygiène, diététique, jeûne, musculation, relaxation, massage, thermalisme, thalassothérapie, etc. Aidée par les seuls agents naturels, plantes, eau, soleil, air pur, etc., un traitement médical ne devant intervenir qu'en cas d'urgence. Et là, c'est ce que je disais, on n'est pas opposé à ce qui n'est pas naturel. Hein. C'est juste que chasser un rhume à coups d'antibiotiques, c'est comme chasser la mouche à coups de bazooka. Ça fait des gros trous, ça fait beaucoup de bruit et ça ne sert pas à grand-chose. Alors, un naturopathe peut ainsi recommander à un patient de consommer plus de salade, plus de fruits, moins de café, de thé. Il arrive même qu'il le fasse jeûner pendant quelques jours, avec interdiction d'absorber autre chose que de l'eau ou des jus de fruits. Alors, la définition est un peu caricaturale, surtout sur la fin, la deuxième partie, mais elle est déjà plus proche de la réalité, la rousse médicale, plus proche de la réalité que cette espèce de machin que j'ai lu sur Wikipédia. Là, sincèrement, le mec qui a écrit ça m'a tellement foutu en rogne que je lui souhaite des puces et les bras trop courts pour se gratter. Voilà. Bon, et ben ceci étant fait, on va repartir sur la naturopathie. On va essayer de se calmer, on va essayer de souffler. Comme vous l'avez vu, en fait, je vais aborder les trucs comme ça. Hein. Vu que je viens d'aborder ce point de... On va continuer dans ce sens-là. Donc, comme vous l'avez vu, entre la médecine et la naturopathie, ça n'a jamais été le grand amour. Je vais vous mettre la photo, ici quelque part, je ne sais pas encore exactement où, d'une amie de mamie. Une amie de mamie. Elle s'appelle Irène Grosjean. Irène Grosjean, c'est une femme très sérieuse. Hein. Enfin, très sérieuse. Elle est sérieuse, mais elle est aussi... très amusante. Irène Grosjean, c'est la dame que j'ai envie d'appeler l'impératrice de la naturopathie moderne. Elle est un peu carrée dans ses pratiques naturopathiques, je n'épouse pas toujours toutes ses visions, mais c'est une source réellement inspirante et qui a une somme de connaissances extraordinaires. Donc si vous pouvez vous procurer ses bouquins, si vous pouvez écouter un peu ses conférences, ses vidéos, ce genre de trucs, vous aurez un aperçu de ce qu'est la naturopathie et de sa façon de vivre. C'est quand même une dame qui a un certain âge, hein. Je pense qu'elle a passé les 90 ans, donc et elle a toujours vécu de cette façon-là. Voilà. On va parler peut-être du fondateur, enfin de celui qui est considéré comme le fondateur de la naturopathie moderne. Malheureusement, il ne l'est qu'en France. Je suis obligé de le dire. Il s'appelle Pierre-Valentin Marcheseau. Il est considéré comme père fondateur de la naturopathie moderne parce qu'il a importé, écoutez bien, c'est important, importé les concepts, il les a traduits et il les a dispensés. Donc on est en 1935 en France. Et puis il les a refoutus dans un cursus, dans un institut d'hygiène vitale qu'il a créé en 1973. Donc il a vraiment bossé dur, hein, je ne dis pas le contraire, mais parler de Marcheseau pour la naturopathie, ce serait comme parler d'Hippocrate pour la médecine. C'est de la culture générale, mais ça n'a aucun sens, aucune utilité. Voyez-vous, je le respecte bien évidemment, hein, c'est pas la question, je respecte ses vues, ses théories, mais il n'a fait qu'importer des choses qui existaient déjà. Je ne peux pas le qualifier de père de la naturopathie, alors qu'il a juste regroupé et assemblé des choses qui existaient déjà. La naturopathie, elle est aussi vieille que le monde, mes enfants. Ah oui, j'avais dit que je ne devais pas dire ça. C'est mes crados. Je suis désolé, c'est un réflexe. La naturopathie, elle est aussi vieille que le monde. Tout comme la médecine, hein, quelque part. La naturopathie, c'était de la médecine avant la médecine. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Hein. Mamie, elle est d'accord avec moi, elle était déjà là à cette époque-là.
Euh, donc on va très peu parler des personnages de naturopathie. Je tenais juste à mentionner Marcheseau parce qu'il est considéré quand même comme l'un des fondateurs ici en Occident. Je devrais préciser ça comme ça, en Europe. Et alors, parler de cette dame qui est Irène Grosjean, qui est un personnage extraordinaire et plein de caractère surtout, et attendrissant. Voilà, c'est quelqu'un de très attendrissant parce qu'elle elle a des connaissances fabuleuses, mais elle les distille, elle vous les impose pas, elle les distille un petit peu et elle les laisse macérer pour que ça tourne ici dedans. Bref, donc c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Alors la naturopathie, je reviens sur l'opposition médecine-naturopathe. Alors il faut savoir, mes crados, que imaginons que j'ai un cabinet, ce qui n'est pas le cas, j'ai toujours pas de cabinet, toujours pas d'endroit où recevoir parce que avec notre ami le virus du Covid, ça a été galère. Donc je me suis concentré sur d'autres choses. Imaginons que j'ai un cabinet. Sachez que grâce à l'ordre des médecins, je ne peux pas parler de consultation, je ne peux pas parler d'anamnèse, comme on le fait dans un hôpital. L'anamnèse, grosso modo, c'est le questionnaire, hein, des antécédents, la plainte, les antécédents, ceci, cela. Je ne peux pas parler de guérison, c'est un mot interdit. Et il y a plein de mots qui me sont interdits comme ça. Grâce au Conseil de l'Ordre qui dit que si je dis ces mots, je pratique illégalement la médecine. Donc, il faut remplacer ces mots. Anamnèse, ça devient bilan de vitalité. Bilan de vitalité. Ok. Le patient devient le client. C'est moche par contre comme traduction parce que je n'estime pas la personne en face de moi comme un client. Un client, c'est quelqu'un qui vient te donner du pognon. Le patient, c'est quelqu'un qui vient te consulter pour qui tu vas essayer de faire au mieux pour le soulager. Ouais, ok. Donc je trouve ça hyper moche comme traduction, mais soit. C'est le Conseil de l'Ordre qui le veut. Je ne peux pas parler de guérison. Je peux parler de confort, de bien-être. Je peux pas parler de traitement. Je peux parler de compléments alimentaires. Et toute cette espèce de bouillie au sucre qu'il faut mettre, qu'il faut utiliser, c'est totalement stupide. Totalement stupide. Ça vient d'un groupe fermé, d'un noyau qui dit que seuls eux ont le savoir absolu et peuvent dire qu'ils sont ceci. Si vous regardez le statut de l'OMS dit que la naturopathie est une médecine alternative. Une médecine alternative, pas une pseudo-science, hein, une médecine alternative. C'est dans les statuts de l'OMS. Vous allez vous gratter, vous chercher. Si vous êtes un peu dégourdi ou que vous êtes opposé à la naturopathie, je suis désolé de vous le dire, vous grattez, vous allez chercher médecine alternative. Tout comme la médecine chinoise, tout comme d'autres choses qu'on commence à utiliser de plus en plus comme l'hypnose, l'acupuncture. Donc, en théorie, si c'est une médecine alternative, si c'est une thérapie, je suis un médecin alternatif. Je suis à considérer comme un médecin alternatif. Je ne prends pas ce titre-là, hein. Je vous rassure, hein. Je ne me mets pas à la place de mon médecin traitant qui a 7 années d'études, qui connaît son job sur le bout des doigts, qui est super, tous les médecins ne sont pas fermés et réfractaires. Elle est, au contraire, elle est très ouverte à tout ce qui est naturel, tout ce qui est on va dire un peu plus moderne, même si ça ne l'est pas réellement moderne, mais tout ce qui est plus alternatif, comme ils disent. Tous les médecins ne sont pas rangés comme Conseil de l'Ordre. Bref, avec ça, je vous ai pas dit sur quoi se basait la naturopathie. J'ai juste passé ma colère, là, ça fait 10 minutes que je cause, voire plus, sans vous parler réellement de la naturopathie. Qu'est-ce que c'est finalement, bordel? Alors, la naturopathie, il faut savoir que ça se base sur 5 piliers. Pas 4, pas 3, pas 2, 5. Le premier pilier, c'est le pilier avec lequel j'ai le plus de mal. Donc un pilier, c'est une règle, hein, c'est une règle générale. C'est le vitalisme. Le vitalisme, ça parle de l'énergie vitale, qui était décrite dans la définition du Larousse. L'énergie vitale, vous la connaissez sous divers noms. Le Qi, pour les gens qui font du Tai Chi, vous savez que il y a le Qigong, qui est le travail de l'énergie vitale. Vous le connaissez aussi sous le nom de Prana, pour les hindous.
les plus jeunes d'entre vous qui me regardez, vous le connaissez, si vous jouez à des jeux vidéo, on appelle ça aussi la mana. Mana est un terme qui a déjà été utilisé hors du cadre des jeux vidéo pour définir cette espèce d'énergie vitale, quelque part. Voilà, ça c'est le vitalisme. Grosso modo, le but du jeu du vitalisme, c'est de stimuler votre corps, votre terrain, pour que ce vitalisme, cette énergie, soit à son maximum, à son paroxysme, pour circuler là où elle doit circuler, et puisse réharmoniser le corps, remettre le corps en homéostasie, quelque part. Homéostasie, on en parlait il n'y a pas très longtemps. Donc, ça, c'est le vitalisme. Alors, on va blinder le corps avec tel aliment, tel machin, tel truc, etc., etc., de manière à ce qu'il n'y ait pas de blocage énergétique, que l'énergie soit suffisamment forte pour circuler partout. Ça, c'est le vitalisme. J'ai un peu plus de mal parce qu'effectivement, c'est un concept un peu plus abstrait dans sa globalité et que je reste malgré tout quelqu'un qui a été formé au paramédical, donc un peu plus cartésien. J'aime bien quand c'est dur comme du bois. C'est pas toujours le cas avec le vitalisme, donc voilà, j'ai une petite réserve. Pour le reste, on est parti. L'humorisme. Alors, le deuxième pilier, c'est l'humorisme. Humorisme, humeur. On ne parle pas de la bonne et de la mauvaise humeur, hein, là, en l'occurrence la mauvaise humeur. On parle des humeurs du sang, des humeurs de la lymphe. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on parlait beaucoup des humeurs, des liquides dans le corps. Hein, Ambroise Paré utilisait beaucoup ce terme, les humeurs. Quand on estimait que les humeurs n'étaient pas bonnes, qu'est-ce qu'on faisait? À l'époque, on faisait des petites saignées. Hop, un petit tchic. On vidait un petit peu le sang dans une coupelle et puis on refermait, on bandait, on faisait tout ce qu'on voulait pour se débarrasser des humeurs mauvaises. Voilà. Les humeurs aujourd'hui, pour les retrouver, grosso modo, il y a évidemment les humeurs dans la lymphe, etc., etc. Mais vous avez un outil fabuleux qui s'appelle la prise de sang. Pas très moyenâgeux, hein, mais vous avez la prise de sang dans laquelle on peut aller rechercher tout ce qui se passe dans vos liquides internes corporels. Vous avez des analyses urinaires aussi, c'est super, c'est pratique comme tout. C'est pas naturel, mais pourtant on aime bien. Hein, voilà. Salut Wikipédia. Je suis désolé, je digère pas ça. Nous avons le causalisme. Le causalisme, c'est ce qui me plaît le plus en fait. Le causalisme consiste à dire... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous montrer? Le causalisme, je vais vous en faire une petite démonstration très rapide. Je sais avec quoi. Spray pour le nez. Ok. Et c'est du naturel. Hein, oui, pour une fois, c'est du naturel. Bio vert. Voilà. Donc, causalisme. Le causalisme, c'est... Évidemment, vous ne voyez rien du tout. Bon, je vais le refaire ici. Il pleut. Vous avez vu, il pleut. Le causalisme, c'est ça. Il y a une cause, et puis il y a une réaction à cette cause. Comprenez? La cause, c'est j'appuie sur le bitonio, ça fait pchit, et ce qui suit, l'effet, la réaction, c'est il pleut. Ça pourrait être ça aussi, on peut le prendre avec un autre élément, beaucoup plus simple. Ça, c'est pour allumer mon encens, c'est pour allumer mon palo santo, tout ce que vous voulez. Ça, c'est une baguette d'encens qui est cuite. Cause, effet. Effet bis. Vous voyez? Une première cause, ici, peut avoir deux effets. Et si je mets mon doigt sur le bois incandescent, il y aura un troisième effet. Donc on va partir de cette logique-là qui me plaît bien. Le causalisme, c'est de comprendre pourquoi je me suis brûlé. Je me suis brûlé parce que le bois était incandescent. Mais le bois, il était incandescent pourquoi? Parce qu'il brûlait, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il brûlait? Parce que quelqu'un l'allumait, ok. Donc, le causalisme, c'est de se rendre compte que c'est le feu, finalement, qui a causé cette brûlure indirectement, mais qui l'a causée, et c'est de cette manière. On aime bien expliquer vraiment tout le déroulement. J'aime beaucoup définir la naturopathie avec une image. Je compare souvent médecine et naturopathie comme ça. La médecine, c'est le jardinier paysagiste chez qui vous allez, vous lui dites embêté parce que mon jardin il est rempli de mauvaises herbes.
hein. Quand on regarde votre jardin, effectivement, il y a du liseron, il y a des orties, il y a du lierre, il y a vraiment tout un tas de plantes, et il n'y a plus de chemin pour passer, c'est pas possible de passer. Alors le jardinier paysagiste, qu'est-ce qu'il va faire? Dans l'urgence, il va aller tout raser, tout ce qui n'est pas nécessaire en tout cas, pour vous faire une belle pelouse. Et bah, vous allez pouvoir aménager comme vous voulez, hein, faire un petit sentier, faire une plantation de ceci, de cela, ou alors il le fera lui-même, mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Ça, c'est le médecin. Le naturopathe, on revient dans votre jardin, qui est rempli d'orties, de liserons, de lierre, tout ce que vous voulez. Il va commencer à regarder le terrain. Il va checker, il va pas agir tout de suite, hein, il va réfléchir, il va checker. Et puis, attendez, parce que j'ai un petit souci technique, non, ça va. Et donc, il va checker, il va regarder, il va observer, et il va se dire, bon, il y a de liseron, il y a du lierre, il y a des orties, qu'est-ce que ça m'indique sur le terrain? La terre, qu'est-ce qui se passe dans la terre? Il y a probablement beaucoup de gaz, d'azote, par exemple. Il y a probablement aussi beaucoup d'acidité. Si l'ortie est présente, c'est parce que elle se nourrit d'azote et d'acide. Donc, en gros, elle neutralise cette acidité dans la terre. Donc, le naturopathe va se dire, attends, il faut pas retirer trop vite les orties. Par contre, le liseron, on peut le retirer. Le liseron, c'est une plante parasite. Parasite entre guillemets, parce qu'elle est utilisée, cette plante, à des choses diverses et variées. On verra ça beaucoup plus tard. Le liseron, on peut le retirer. Bon, ça fait déjà un beau gros passage. Le lierre, bah, ça m'embête un peu, mais on va le retirer aussi, puisque c'est la demande du patient, enfin du client. Restent les orties, auxquelles on va pas toucher tout de suite. Et le naturopathe va vous expliquer, bah écoutez, si vous voulez modifier la nature de votre terrain, parce que si vous rasez tout l'an prochain, ça reviendra. Si vous voulez modifier la nature de votre terrain, bah, il faut simplement changer ça, changer ça, changer ça, changer ça. L'alimentation. Donc il faut changer le terrain en fait. L'alimentation, vos activités, vos occupations, etc., etc. C'est la différence entre les deux. Le médecin agit dans l'urgence, pour les cas vraiment qui sont hyper importants, hyper urgents. Vous vous coupez un bras, vous n'allez pas chez le naturopathe, bon sang. Vous allez chez le médecin, vous allez aux urgences. Vous avez un petit rhume, mais ce rhume est quasi annuel et arrive toujours aux mêmes périodes. Votre médecin va vous donner de quoi soigner les symptômes, mais c'est tout, il ne va pas aller voir un peu plus loin. Sauf si vous avez un médecin qui est comme le mien. Mais vous allez voir le naturopathe va vous expliquer pourquoi vous avez ce rhume annuellement. Vous comprenez? Urgence pour les médecins, et on prend le temps chez le naturopathe. Pour moi, les deux, ça s'oppose pas, ça se complète l'un dans l'autre. Le médecin peut se débarrasser de ce que j'appelle la bobologie chez le naturo, et le naturo, il envoie de l'autre côté tout ce qui est urgent. Enfin, je me vois mal recevoir quelqu'un qui me dit bah, je viens de me couper le petit doigt, le pouce, le machin, je viens voir ce que je pourrais faire de manière naturelle. Ce que tu vas faire de manière naturelle, mon gars, c'est prendre ton pouce, le foutre dans la glace et filer aux urgences et recta, et en vitesse. Et si tu le fais pas, j'appelle l'ambulance moi-même. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous voyez, on n'est pas tous irresponsables en naturopathie, contrairement à ce que semblait dire l'autre. Donc ça, c'était le causalisme, hein. C'est donc la cause, l'effet. Moi, j'aime beaucoup parce que ça décrit vraiment tous les processus. On a l'hygiénisme. Bah, l'hygiénisme, je viens de vous le décrire un petit peu. Hein. L'hygiénisme, bah, grosso modo, c'est votre cadre de vie, c'est ce que vous bouffez, c'est ce que vous buvez. Va pas falloir s'étendre diplôme là-dessus pour comprendre que si vous fumez, bah, vous allez avoir une mauvaise respiration. Si vous êtes stressé, vous allez avoir des palpitations. Si vous bouffez du gras toute la journée ou du sucre toute la journée, vous allez grossir comme un corps, comme un porc, un cochon, ce qui donne un corps. Donc vous allez grossir comme un cochon, mais forcément, c'est logique. C'est l'hygiénisme. Après viennent toutes les choses derrière, le massage, ce que racontait Wikipédia, là, les massages, la thalasso, les machins, les trucs, les bazars, tout ça c'est vraiment optionnel. Mais l'hygiène de vie est hyper importante. Manger 5 fruits et légumes par jour, vous l'entendez souvent, hein, celle-là. Je vous rappelle tout au début ce que je vous ai expliqué, une banane il y a 20 ou 30 ans égale 5 bananes aujourd'hui. Donc pour manger la quantité de ce qu'il y avait là, il faut manger 5 fois. Donc si vous venez en manger 5, c'est 5, 5, 5, 5, 5, ça fait beaucoup. Hein.
Manger une salade de fruits, c'est plus simple. Euh, Et puis, le dernier pilier, le tout dernier, ça s'appelle le holisme. Le holisme, c'est un concept très particulier, mais assez intéressant, qui veut, en gros, qu'on prenne l'individu dans toute son entièreté. Un individu, c'est pas juste un corps, c'est pas juste un organisme, c'est pas juste un poumon, un cœur. Et là, on est dans la logique de réflexion. Quand vous avez une bronchite, c'est pas juste le poumon qui va pas bien ou les bronches qui ne vont pas bien. Il y a d'autres choses à prendre en compte et en considération. Pourquoi est-ce que l'infection a pu s'installer à ce moment précis chez vous, alors que chez votre compagne ou chez machin, ça ne s'est pas installé? Pourtant, vous étiez au même endroit, vous êtes resté le même moment, mais c'est vous qui l'avez chopé, c'est pas eux. Pourquoi? Ça, c'est le holisme. Parce que le holisme va d'abord creuser autour de vos poumons bronches, s'élargir autour de votre organisme, enfin du système respiratoire, puis de l'organisme. Vous vous souvenez de ce que je vous avais fait là? Organisme, tissu, machin. Ah ben, grosso modo, on va faire ça, mais dans le sens inverse. Et on va grandir. Jusqu'à englober vos habitudes quotidiennes, annuelles, peu importe. Parce que le holisme, c'est vous tout entier. Donc on va prendre vous tout entier pour essayer de comprendre pourquoi cette bronchite, pourquoi ça tombe toujours sur votre gueule et pas sur celle des autres. Ça, c'est le principe de holisme. Tout ça est expliqué de manière pelle à neige, hein, comme en vulgarisation médicale, parce que mon but n'est pas de vous former à la naturopathie, c'est de vous aider à comprendre ce que ça peut être. Je vous ai parlé des différences entre la médecine et la naturo, de ce qui les oppose. Maintenant, je dois, pour conclure, terminer et achever ce bazar-là, admettre que certains médecins gueulent de manière justifiée. Comme je l'ai dit tout au début, dans notre métier de naturopathe, nous observons aussi sur les réseaux sociaux cet avènement de gens qui se prétendent naturopathes en ayant lu 3 articles dans un magazine X ou Y. Ça nous fait chier aussi, nous, hein, vous savez, avec nos études et nos machins. Et moi, ça me fait chier particulièrement, tout comme les personnes qui ont un cursus paramédical aux fesses, parce que ça fait beaucoup d'études acquises qu'il a fallu bosser pour les maîtriser. Ça fait beaucoup de choses, et ces gens-là arrivent avec 2 articles du magazine X ou Y et commencent à te foncer dans l'art comme s'ils avaient la vérité. Ça nous fait chier autant que les médecins, parce que ces gens-là ne vont pas réfléchir. Alors, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'un bon naturopathe? Je vais reprendre ce que j'avais écrit, parce que j'avais écrit un petit truc là-dessus. Qu'est-ce qu'un bon naturopathe? Ou une bonne naturopathe? Je suis désolé, j'avais dit je genre, mais c'est pas volontaire, c'est par simplicité. Alors, ça travaille comment un bon ou une bonne naturopathe? Pour commencer, ça ne consulte pas sur les réseaux sociaux. Je suis désolé de vous le dire. Quelqu'un qui va commencer à vous donner 36 000 conseils précis, et vous allez lui dire que vous avez bobo à la didine, hein, pour reprendre l'exemple de simplification, de vulgarisation médicale. Il va commencer à vous donner toute une série de conseils sans vous poser de questions. Là, c'est mort, c'est cuit. C'est pas quelqu'un de raisonnable, c'est pas quelqu'un qu'il faut écouter, c'est quelqu'un qu'il faut envoyer bouler très rapidement. Parce que avant de vous donner des conseils, le ou la naturopathe va vous poser 1 milliard de questions. D'ailleurs, quand on reçoit des gens comme ça, généralement la première, voire la deuxième consultation, c'est pour remplir un questionnaire ensemble. C'est pour discuter de vous, pour vous connaître, essayer de vous connaître au maximum, autant que vous ne pourriez vous connaître vous-même. C'est un peu compliqué ça, mais le but c'est ça, comprenez-vous? On s'en va vers ça. On va vous observer, on va vous tourner sous toutes les coutures, on va essayer de comprendre vos mécanismes, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous mangez, quelles sont vos occupations, dans quoi est-ce que vous bossez. Et alors après, vous allez nous expliquer que vous avez mal au ventre ou avant, et on va essayer d'en déterminer les causes ensemble. Mais jamais sur les réseaux sociaux, jamais sur TikTok, jamais sur YouTube. Ici, je vais vous donner 2-3 trucs généraux à base de ce genre de choses, d'huile essentielle. Ça va être des trucs généraux, ça va pas être pour vous soigner, vous guérir, ça va juste être pour plus de confort, rien de plus. Oui, je suis désolé, c'est le chat qui fait des conneries juste à côté. J'adore les chats, mais alors par moment. Ça va juste pour vous aider. Allez, une petite bêtise.
comme exemple, pour que vous compreniez ce que je dis, la migraine, parfois, elle débute au niveau des tempes. Qu'est-ce que je fais? Je prends pas toujours de l'aspirine parce que pour mon estomac, c'est pas hyper bon. Et puis, quand j'aurai vraiment une grosse migraine, ça fonctionnera pas comme ça devra. Derrière, vous avez dans tous ces flacons, j'ai du mal, voilà, dans tous ces flacons, vous avez de la menthe poivrée. Mentha piperita, je pense. Bon, bref, X piperita ou un truc comme ça. Une goutte sur le doigt, on masse la tempe. Une goutte sur le doigt, on masse l'autre tempe. On peut éventuellement prendre ici à la base quand on sait qu'on a une névralgie d'Arnold, parce que le nerf d'Arnold passe ici quelque part, juste ici derrière, et redescend à la base de la nuque, des deux côtés. Donc on peut éventuellement mettre une goutte aussi à la base, vraiment de la nuque, pour aller choper le nerf d'Arnold. Voilà, ça c'est un truc que je vais vous donner parce que c'est un truc qui n'est pas vraiment nocif, qui ne peut pas vous faire de mal et qui est excessivement général. Mais à aucun moment je vais vous dire, tiens, pour soigner votre diabète, vous allez prendre ceci, 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 cela. Non, parce que il y a toute une série de conseils à donner derrière ça. Parce que si je vous donne des choses pour faire baisser votre glycémie, et qu'on vous donne de l'insuline derrière, par habitude, sans vous tester forcément, qu'on vous donne de l'insuline derrière certaines unités, vous allez tomber en hypoglycémie, sans avoir dit à l'infirmière ou au médecin que vous preniez des compléments pour faire baisser la glycémie. Voyez? Donc vous avez 2 fois des trucs qui font baisser la glycémie, vous allez être mal dans votre peau. Faites pas ce genre de truc. Les bons et les bonnes naturopathes, ça ne travaille pas sur les groupes Facebook. Je vais prendre Facebook comme exemple, mais il y en a d'autres, hein, Instagram, TikTok, machin, machin, machin. On va pouvoir vous donner des conseils diététiques, ça c'est open bar. On va pouvoir vous donner des conseils généraux avec les huiles essentielles. Il y a des sites qui font ça très bien. D'ailleurs, je ferai la promotion d'un ou deux pour vous dire où aller chercher, où aller gratter, tellement ils sont bien faits. Et des références aussi en matière de livres. Mais jamais on va s'attaquer à des choses très précises comme le diabète, comme l'insuffisance rénale, comme les phlébites, comme... je ne vais pas me permettre, pas sur Internet. J'ai besoin de vous connaître avant de traiter tout ça, vous comprenez? Ça, c'est une démarche de bon ou de bonne naturopathe. À partir du moment où vous sortez blindé d'une session YouTube, d'une session Facebook ou d'un machin, là, vous avez parlé pendant 10 minutes, on vous a donné 40 000 conseils, oubliez tout ça. La moitié des conseils qu'on vous a donnés, ça va empirer ce que vous avez. Voilà. Bon, c'était l'introduction énormément chaotique et probablement très longue à la naturopathie. Je ne pensais pas tomber sur cette définition qui m'a foutu dans une rage noire, je l'admets encore. Encore une fois, je souhaite à la personne qui a rédigé ça d'avoir des puces et puis les bras trop courts pour se gratter. Voilà, tellement ça m'a bien agacé dès le petit matin. Et puis, j'espère vous revoir la prochaine fois, puisque nous avons parlé des bases de la naturopathie. On va suivre ça un peu comme la vulgarisation médicale, quoique la naturopathie sera un tout petit peu plus espacée, dans la mesure où c'est beaucoup moins touffu. Donc, peut-être une fois toutes les 2 semaines, ou enfin, ça dépendra. Je verrai bien, ce sera selon mes humeurs. Un des piliers de la naturopathie. C'est pas grave, c'est de l'humour de naturopathe. Bien, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, d'avoir supporté ma crise de nerfs. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, je ne sais pas quand, mais la prochaine fois pour la naturopathie. N'oubliez pas le pouce bleu, le machin, enfin vous connaissez tout ça mieux que moi. Les commentaires, n'hésitez pas. Ne soyez pas trop véhéments ni envers moi, ni envers la naturopathie, ni envers les médecins. Tous ne sont pas des saligots, hein, et au niveau de naturopathie, tous ne sont pas non plus très sérieux. Donc voilà, je peux comprendre certains médecins qui gueulent, tout comme je peux comprendre les naturopathes qui s'énervent. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, de m'avoir supporté, regardé. Et à bientôt. J'espère. Salut.